Alors c'est donc ici, à l'aube, le 6 juin 1944, il y a 80 ans, que les Américains ont débarqué. Quand on lui demandait pourquoi il n'assistait pas aux commémorations, il disait « La France a été traitée comme un paillasson ». Deux films ont popularisé le D-Day en contribuant à lui conférer le statut de mythe fondateur de la Seconde Guerre mondiale. Le jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan. Parce que moi, le premier bonbon que j'ai mangé, c'est eux qui me l'ont donné. Oui. La première tablette Ah de oui, puis les chocolat, Américains. c'est eux qui me l'ont donné. D'amener des moyens économiques de développement contrôlés par les Américains et qui permettaient d'imposer, je dirais, la Pax Americana ou les valeurs américaines sur l'Europe et donc de la vassaliser. C'était ça le plan Marshall. Les Américains ont passé leur temps à dire que ce qu'ils faisaient n'existait pas. Et les Soviétiques n'ont jamais nié avoir un KGB performant, aujourd'hui un FSB, alors que les Américains, si. Bien sûr. C'est la grande différence. Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui à Omerta Éric Branca, journaliste, historien, pour la reparution de son livre Le roman des damnés, ces nazis au service des vainqueurs après 1945, un sujet longtemps occulté mais que vous avez réveillé, nous allons y revenir tout de suite. Et en attendant, je précise à ceux qui regardent cet entretien qu'ils peuvent retrouver également Éric Branca dans le nouveau numéro du magazine Omerta dans 5000 points de vente, donc consacré aux élections américaines et à l'influence américaine en France et en Europe, et qu'ils pourront également retrouver sur notre application le film L'ami américain, qui emprunte d'ailleurs son titre à un livre d'Éric Branca. Et Éric Branca apparaît dans ce documentaire de Régis Le Sommier. Alors je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une réaction à notre une avec Trump qui quand même n'en finit pas de faire vivre cette campagne américaine. Oui, je la découvre à l'instant, elle est très belle. Voilà, après 2 attentats. Mais nous allons revenir tout de suite à notre sujet du jour, qui est donc le recyclage des savants, mais aussi des hommes politiques nazis, certains militaires nazis, après la libération par les Américains, et notamment dans le but de retrouver rapidement des moyens d'encadrer l'Europe face au nouveau péril post-45, qui est le péril communiste. Absolument. Alors, vous avez parlé des savants, je ne parle que d'un savant, qui est von Braun, qui est le plus connu, et je n'en parle pas tellement pour ses recherches, parce qu'elles sont connues, les V1, les V2, la conquête de la Lune, etc., qui viendra après, quand il est embauché par la NASA, qui devient le directeur opérationnel de la NASA. Je ne parle de lui que pour une chose très précise, parce qu'on ne lui en veut pas d'avoir été un savant, comme on n'en veut pas à Oppenheimer d'avoir découvert la bombe atomique. Le problème de von Braun, c'est qu'il a été un esclavagiste, que des centaines, enfin en tout cas des dizaines de milliers de gens sont morts dans l'usine de Dora qui fabriquait les armes secrètes allemandes, et des centaines de milliers ont travaillé dans les conditions épouvantables pour le programme des armes secrètes allemandes, et dont il était responsable. Et donc c'était un maître esclavagiste, plus encore qu'un grand savant. Ça, personne ne lui dénie ses compétences. Mais c'est le seul savant dont je parle. Il y a l'opération Paperclip qui a organisé la grande migration des savants nazis vers les États-Unis. Tout ça est assez connu. Moi, je me suis focalisé, à part lui, je me suis focalisé sur des gens qui avaient une importance exécutive du temps du Troisième Reich, mais qui n'étaient pas au premier plan, et qui ont été non seulement recyclés, mais qui ont connu une promotion absolument stupéfiante à partir de 1945 jusqu'à devenir
chancelier de la République fédérale d'Allemagne, comme le chancelier Giesinger. Voilà. En fait, vous parlez de gens qui ont été passibles ou ont d'ailleurs été à un moment visés par des crimes, enfin, des accusations de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Pas des simples... Absolument. Qui auraient dû l'être, qui ne l'ont pas été. Et c'est bien le problème. Et c'est bien le problème. Et ils ne l'ont pas été parce que dès 1945, les Américains ont déjà des plans pour l'Allemagne. Ils ont des plans dès 1943. Dès 1943, il y a deux écoles. Il y a l'école, disons... le plan Morgenthau, l'école Morgenthau qui consiste à faire de l'Allemagne un pays purgé de toute économie, etc. Et puis il y a l'école Donovan, qui est le chef des services de la future CIA, avec Dulles, et qui lui considère qu'il faut récupérer tout ce qui est utile, et notamment tout ce qui brille dans la lutte anticommuniste. Et là, il va tomber sur, c'est évidemment cette école qui va gagner, le plan Morgenthau, dès qu'il est révélé, il tombe... il est abandonné par Roosevelt, et puis alors il est définitivement abandonné quand Roosevelt meurt en avril 1945. En revanche, c'est l'autre plan qui va primer et qui va avoir force de loi jusque dans les années 60. C'est donc au titre de ce plan que des personnalités, on va en citer maintenant certaines, ont eu des carrières effectivement de premier plan dans l'Allemagne et dans l'Europe de l'après-guerre. Alors justement, les Français ont souvent oublié le nom de... On parle toujours du chancelier Adenauer, mais on a totalement oublié ce chancelier Kurt Jörg Kiesinger. Absolument. Alors, qui était-il ? Giesinger. Alors, Giesinger n'est pas un criminel au sens propre du terme. On va peut-être parler d'autres qui sont des criminels. Lui n'est pas un criminel, mais il était tout simplement le grand maître de la propagande de Goebbels à l'étranger. On l'appelait le Goebbels de l'étranger, puisqu'il dirigeait les programmes de radio en direction des pays occupés. Il était la voix officielle de l'Allemagne nazie pendant toute l'occupation de 40 à 44, non seulement en France, mais dans tous les pays occupés. Et il a été dénazifié de façon absolument... avec une rapidité absolument exceptionnelle dans les premiers mois de 1946. Il a fait une carrière à la CDU, le parti du chancelier Adenauer. Il lui a succédé, alors pas immédiatement parce qu'il y a eu d'abord deux autres chanceliers, mais il lui a succédé en 1967 et il a été démasqué par Birgit Klarsfeld, qui est la mère d'Arno Klarsfeld, et qui a révélé publiquement devant les caméras de télévision son passé, parce que son nom n'était pas connu, c'était un fonctionnaire du ministère de la Propagande. Les Américains l'avaient dénazifié, personne ne connaissait son nom. Enfin, sauf les services concernés. Et elle est montée à la tribune d'un congrès de la CDU en 1967 et l'a giflé publiquement dans les chaînes de télévision. Il s'est quand même maintenu encore un an. Pourquoi est-ce qu'il avait été promu ? Parce que les Américains ont su, après la guerre, reconnaître les gens qui pourraient leur servir. Alors, ils ont pris des gens qui n'étaient pas nécessairement très connus, mais qui étaient dans l'appareil. Les plus connus, ils étaient à Nuremberg, ils ont été exécutés. Donc ça, c'était... On a tiré le rideau. Et puis les autres, on s'en est servi. Alors il y en a eu deux comme ça. Il y a eu Giesinger, qui a été le plus fidèle allié des Américains au moment de la guerre du Vietnam, qui a ouvert toutes les bases américaines de l'OTAN pour les bombardiers américains qui allaient bombarder le Vietnam. Il s'est opposé à De Gaulle, qui lui, comme on le sait, était sorti du commandement intégré de l'OTAN et était pour une Europe alternative à l'Europe supranationale américaine. Il s'est opposé à lui, il était vraiment le petit soldat des Américains. Et puis l'autre, c'est le chancelier Erhard, qui a fait tomber Adenauer, parce que Adenauer était coupable aux yeux des Américains de vouloir faire une Europe européenne et d'avoir surtout, dans le traité franco-allemand de 1963, oublié, alors ça c'était le crime suprême, oublié de citer l'OTAN. Et donc, les Américains ont mandaté Jean Monnet auprès de la CDU pour faire un addendum au traité franco-allemand avant qu'il soit ratifié en 1963. Cet addendum, qui était en fait un préambule, c'est plus qu'un addendum, c'est un préambule qui dit que la fidélité à l'OTAN
doit primer la fidélité à l'alliance franco-allemande. Et donc Adenauer a été chassé au bout de quelques mois et il a été remplacé par Erhard. Qu'avait fait Erhard pendant la guerre? Il travaillait pour le ministère de l'économie du Reich. Il était haut fonctionnaire, c'était le numéro 2 ou le numéro 3 du ministère de l'économie du Reich. Or, le ministère de l'économie du Reich, pendant la guerre, on imagine bien ce qu'il faisait. Il mettait en coupe réglée tous les pays occupés. Et c'était donc un complice au premier plan du régime national-socialiste, il avait sa carte au parti, etc. Ben, on a tout oublié pourvu qu'il soit un fidèle allié des Américains. Et alors, on retrouve aussi des anciens nazis ou des anciens fonctionnaires du Reich jusqu'au cœur des services secrets de la RFA, parce que vous donnez l'exemple de Reinhard Gehlen. Gehlen, absolument. Alors Gehlen, ça c'est un personnage absolument incroyable. Il y en a deux qui sont incroyables, qui passent à travers les gouttes, mais qui ne font même pas 3 mois de garde à vue, qui sont immédiatement recyclés, c'est Gehlen et Heusinger. Ils travaillent ensemble. Gehlen, c'est le premier directeur du BND, Bundesnachrichtendienst, les services secrets allemands, en 1956, dès qu'ils sont créés. Et il va rester jusqu'en 1968. Que faisait Gehlen, ce général de la Wehrmacht, pendant la guerre? Alors c'est très simple, il était le chef du service de renseignement du front de l'Est. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a organisé Barbarossa, qui a c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, et qui donnait tous les renseignements permettant les fameuses grandes batailles d'encerclement de 1941 et de l'offensive de 1942, qui étaient des batailles génocidaires. Car on sait que la Wehrmacht ne se contentait pas de se battre contre l'armée rouge. Si elle n'avait fait que ça, c'était la guerre. Une guerre d'agression, mais c'était la guerre. Non, pas du tout. Ils ont exterminé des populations suivant un plan, et là intervient, pour l'élaboration de ce plan, le deuxième dont j'ai parlé, qui était le complice et l'ami personnel de Gehlen, le général Heusinger. Heusinger, alors celui-là, c'est très peu connu, bien qu'il ait été patron de la Bundeswehr quand elle est créée, à peu près en même temps que les services secrets ouest-allemands, 1955, puis directeur opérationnel de l'OTAN à partir de 1962. Bon, Heusinger est le militaire allemand, l'officier allemand, qui a sans doute le plus vu Adolf Hitler pendant toute la guerre, puisqu'il était le directeur de la planification de la Wehrmacht, de l'OKW, Oberkommando des Heeres. Il était le directeur de la planification. C'est-à-dire que c'est lui qui a planifié justement la sécurisation du front de l'Est. Sécurisation est un mot très, très poli et très doux pour signifier l'extermination des populations qui gênaient, puisque la Wehrmacht attaque très inférieur en nombre, avec 3 800 000 soldats face à peu près 10 millions de soviétiques. Et donc, pour sécuriser le front et pour sécuriser cette avance qui est considérable, c'était plusieurs milliers de kilomètres en quelques mois, en 1941 et pendant l'été de 1942. Pour sécuriser ce front, il faut exterminer les populations qui sont gênantes. Alors, exterminer ces populations, c'est ce qu'on a appelé, d'une part, en Ukraine, la Shoah par balle, c'est-à-dire les Juifs, essentiellement les Juifs, mais pas que, aussi tout ce qui était l'élite du parti, mais aussi les intellectuels, les économistes, les savants, les avocats, les médecins. Toute l'élite soviétique qui a été littéralement assassinée par la Wehrmacht. Et pas que par les SS, on ne parle que des SS, mais il y avait évidemment les fameux Einsatzgruppen qui étaient SS, les groupes d'intervention qui étaient des commandos qui exterminaient les populations, mais ça n'aurait pas été fait sans la complicité de la Wehrmacht. Et Heusinger et Gehlen ont été les deux grands architectes de cette extermination. L'un, donc je le répète, se retrouve patron de l'OTAN et le deuxième patron des services secrets est-allemands. Donc voilà, des gens dont on parle extrêmement peu. On se focalise sur les criminels de guerre, heureusement jugés à Nuremberg, mais on ne parle pas de ceux-là. Alors ils étaient presque plus importants parce qu'ils ont été au cœur du système opérationnel du Troisième Reich. Et
Vous citez aussi également des politiques comme le président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, Ernst Aschenbach. Ah, Aschenbach, alors ça c'est encore autre chose. Aschenbach, c'était l'homme du patronat allemand. Aschenbach était un avocat d'affaires qui était très, très prospère avant-guerre, qui a adhéré très tôt au parti nazi et qui était le bailleur de fonds du parti nazi. Il allait racketter pour certains et solliciter pour d'autres les industriels qui souhaitaient ou ne souhaitaient pas, donc il les rackettait dans ce sens-là, soutenir le Parti national-socialiste. Il a été à la tête d'opérations très importantes en faveur du capitalisme allemand dans les années 30. C'est lui notamment qui, en marge des accords de Munich en 1938, a organisé le rachat par les Allemands des usines Skoda en Tchécoslovaquie qui appartenaient au Wendel, qui appartenait à Schneider. Et c'est lui qui a organisé ça. Et en 1940, il est arrivé à Paris, dans les fourgons de la Wehrmacht. Dès le mois de juillet 40, il est là. Avec Otto Abetz, il est vraiment le directeur politique. Otto Abetz, c'est l'ambassadeur du Reich à Paris. Il transmet les ordres d'Hitler au gouvernement de Vichy, à Laval, etc. C'est un mondain, francophile, qui est évidemment, comme d'autres, qui n'est pas animé de bons sentiments envers les Français, mais enfin qui essaie quand même de se faire aimer, etc. Aschenbach, très peu de gens le connaissent, il est aux manettes. Et c'est lui qui organise l'arianisation des biens juifs notamment, mais aussi des entreprises stratégiques françaises qui passent à majorité allemande. Et à partir de 1944, ce même Aschenbach, donc qui joue un peu au mécano-industriel avec l'économie française, va se rapprocher des Américains et va, avec des personnages très peu connus là encore, mais qui ont eu un rôle très important, comme l'industriel Lemaître du Breuil, qui vendait de l'huile à l'Africa Corps, et qui a en même temps organisé le débarquement américain en Afrique du Nord. Il va organiser la cession des biens français aux Américains, pour peu que les Américains prennent le pouvoir en France. Dans le cadre de ce qu'on a appelé l'Amgot, c'est-à-dire que si les États-Unis avaient pris le pouvoir en France, ce que De Gaulle a évité de justesse en 1944, beaucoup de biens français seraient passés d'obédience allemande à l'obédience américaine grâce à ce personnage qu'on trouve dans l'entourage direct des nazis, puis dans l'entourage direct des Américains à partir de 1944. Et alors lui n'est absolument pas inquiété. Il reprend en 1945 son rôle d'avocat d'affaires américain, en Allemagne, au service des intérêts américains. Il défend également, alors au pénal, ce n'était pas sa spécialité, mais il devient pénaliste, les criminels de guerre allemands, dans tous les procès de dénazification qui ont lieu à ce moment-là. Et Aschenbach passe complètement inaperçu, jusqu'au jour, en 1967, où le gouvernement de Kissinger, qu'on a évoqué, se met en tête d'en faire le commissaire européen de l'Allemagne. Et donc là, il y a quand même des gens qui se souviennent de son nom, on fouille un peu, les journalistes s'y intéressent, et on s'aperçoit que ce monsieur Aschenbach a été le pilleur en chef de l'économie française pendant la guerre. Donc il ne devient pas commissaire européen, mais c'est vraiment tout juste. C'est tout juste. Ça a failli avoir lieu. Et est-ce que cette capacité des Américains à recycler les Allemands, les Allemands qui avaient servi le régime nazi, s'explique par aussi la forte proportion d'Américains d'origine allemande? Est-ce qu'il y avait des... Ça, je ne saurais dire. Très franchement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. C'est possible. C'est possible, mais les deux architectes de ce recyclage qui étaient Dulles et Donovan n'étaient pas spécialement ni d'origine allemande, ni pro-nazi avant la guerre. Ils s'occupaient des intérêts allemands, bien sûr, notamment de l'intégration entre l'économie allemande et l'économie américaine dans les années 30, mais ils n'étaient pas connus comme des suprémacistes. Enfin, ils n'avaient rien à voir, par exemple, avec... c'est encore plus grave que ça, je veux dire. Ils ne le faisaient même pas par idéologie. L'idée, c'était...
qu'il fallait lutter contre le communisme et que, dans le contexte de la guerre froide, les Allemands étaient les mieux armés. Il y a un exemple que je cite, qui est celui de Rudolf Diels. Alors, Rudolf Diels, personne ne le connaît, bien qu'il soit le premier patron de la Gestapo, pendant même pas un an, de janvier 1933 au milieu de 1934. Diels est l'homme qui a mis au point la machination du Reichstag, le complot du Reichstag. Le Reichstag, on a mis l'incendie du Reichstag sur le dos des communistes. Ce n'était pas du tout les communistes, c'était un communiste hollandais qui avait d'ailleurs été chassé du parti, qui était en réalité était trotskiste, mais qui était déséquilibré, qui était pyromane, et on lui a vraiment mis la mèche entre les mains. On a organisé sa venue en Allemagne, enfin la Gestapo l'a cornaqué pour qu'il mette le feu au Reichstag, et on a fait porter sur ce pauvre malheureux l'incendie du palais du Reichstag, qui a été, je crois qu'il y a eu 25 départs de feu, c'est pas lui tout seul avec sa chemise qui a mis le feu au Reichstag. Bon. Et l'homme qui a organisé ça, c'est Rudolf Diels. Et Rudolf Diels a non seulement organisé l'incendie qui était un prétexte politique, mais il a organisé tout ce qui a suivi juridiquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Gleichschaltung, la mise au pas de la politique allemande, les pouvoirs spéciaux à Hitler, dès le mois de février 1933, qui se sont servis comme prétexte de l'incendie du Reichstag. Et donc c'est lui qui a mis en place les rouages de la machine totalitaire allemande. Alors il n'a pas énormément de morts sur la conscience par rapport au Himmler, au Heydrich et aux gens qui ont été les artisans du génocide, mais il a été l'homme qui a permis à Hitler de mettre son pouvoir en place. Et donc, il a fait ça pendant un an, et puis pendant un an après, comme il était marié à une cousine de Göring. Göring l'a nommé à la tête d'une des industries dont il avait la responsabilité, l'industrie d'aviation dont il avait la responsabilité. Il a passé une guerre à gagner beaucoup d'argent. Il n'était pas du tout sur le devant de la scène. Et en 1945, comme il n'était pas un criminel de guerre au sens propre, c'est seulement l'artisan de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais n'était pas un criminel de guerre, et ben, il a été réintégré dans l'administration allemande. Il a travaillé pour les Américains dans les services secrets américains d'abord, puis chez Gehlen ensuite, où il s'occupait de traquer les communistes. C'était le premier chef de la Gestapo. On ne pense qu'à Himmler quand on pense à la Gestapo ou à Heydrich. Le fondateur de la Gestapo a travaillé pour les Américains. Alors si le Parti communiste, effectivement, est interdit en Allemagne après la guerre, il ne l'est pas en France. Et est-ce que, par exemple, l'Humanité, est-ce que les communistes français n'ont pas tenté de révéler à l'époque ? À ma connaissance, rien. Ils se sont occupés, effectivement, un petit peu en 67, ils ont été à la pointe de la critique contre la domination comme commissaire européen. Tarenbar dont je parlais, mais c'est tout. Franchement, à ma connaissance, je n'ai pas compulsé toute la collection de l'Humanité, mais vraiment, ils sont très, très, très en deçà de la main. Très en deçà de la main. Et alors, est-ce que c'était parce que les services soviétiques eux-mêmes étaient faibles sur le sujet, ou est-ce qu'en fait, ça n'intéressait plus personne ? Les Soviétiques étaient très amateurs de renseignements, mais je pense que ça n'est pas... Les Soviétiques ont été obsédés, à juste titre, par le recyclage du célèbre ukrainien Bandera par Gehlen. Parce que là, ça les a vraiment interpellés, comme on dit, parce que donc Bandera, il faut rappeler qu'il est en deux mots, c'est un indépendantiste, un nationaliste ukrainien dont les hommes ont été les complices des pires atrocités commises par les nazis en Ukraine et en Union soviétique, en Ukraine en particulier. Bandera s'est échappé en 1945, s'est caché en Allemagne de l'Ouest et a été recyclé par Gehlen pour monter les opérations de déstabilisation en Union soviétique. Mais ça n'a pas fonctionné et les services secrets, le KGB, service secret soviétique, a eu sa peau. Ils l'ont tué à Munich dans les années 60. Il a été victime d'une balle au cyanure. Il a été une des premières victimes des balles au cyanure qui étaient du grand modus operandi
des soviétiques. Alors ça, ce qui concernait leur territoire, les obsédait littéralement. Mais il faut dire qu'eux-mêmes, ils avaient recyclé quelqu'un dont on parle très peu, enfin on en parle comme le vaincu de Stalingrad, mais c'est bien autre chose. Ils avaient recyclé Paulus, le vaincu de Stalingrad, qui était devenu de leur séide, qui avait donc été fait prisonnier à Stalingrad, il était passé du côté soviétique, il avait animé la radio qui s'appelait Allemagne libre, qui était entièrement téléguidée par les soviétiques depuis Moscou, et ensuite il a donné des cours à l'école de guerre de Dresde en Allemagne de l'Est. Et donc ils avaient aussi, alors ils ont utilisé beaucoup moins de nazis que les Américains, mais ils en ont utilisé aussi. Oui, d'ailleurs en Allemagne de l'Est, il y avait un certain nombre d'anciens de la Wehrmacht. Bien sûr, mais c'était pas des gens aussi importants. Oui. C'était des techniciens de la répression, c'était des policiers qui faisaient leur métier de policier, et donc ils l'ont fait pour les communistes comme ils l'ont fait pour les nazis. Mais vous n'avez pas eu, à part Paulus, auquel je consacre un chapitre parce que c'est vraiment un personnage très trouble, mais il n'y a pas eu de gens aussi importants. Alors donc dans ce livre qui reparaît ces jours-ci, le roman des damnés, donc chez Tempus, Tempus, oui. Tempus en format de poche, vous avez vraiment défloré la question en France puisqu'elle était assez inconnue, mais est-ce qu'aux États-Unis par exemple il y a eu des travaux sur le sujet ? Alors, il y en a eu, effectivement. Brightman a écrit un livre, ce qui concerne... alors, ce sont des documents déclassifiés de la CIA et du département d'État, et ça concerne notamment l'Ukraine. Ça concerne l'Ukraine et l'utilisation d'anciens nazis ukrainiens par les services américains, toujours dans le but de déstabiliser l'Union soviétique, la Russie en général. Mais voilà, ça concerne essentiellement ça. J'ajoute qu'il y a eu un livre absolument passionnant, paru il y a maintenant, je crois, 2019, donc il y a maintenant 5 ans, par quelqu'un qui n'est pas un Mickey, si j'ose dire, qui est un des historiens officiels de l'armée américaine, qui s'appelle le major Ralph Ganis, sur Skorzeny. Oui. Et alors, il a fait des découvertes absolument stupéfiantes sur Skorzeny. Donc Skorzeny, le patron des services spéciaux de la SS, le libérateur de Mussolini sur le Grand Sasso, etc. Et il a découvert, en étudiant les papiers privés de Skorzeny, qu'il a trouvé, enfin, dans une vente aux enchères, dans des conditions absolument rocambolesques. Que Skorzeny avait réussi à se réfugier en Espagne. Voilà, qui s'était réfugié en Espagne. Il a découvert qu'il avait travaillé vraisemblablement pour la CIA et à coup sûr pour le Mossad. Et des journalistes israéliens d'Haaretz ont révélé il y a quelques années, tout de suite, un peu avant ou tout de suite après le livre de Ganis, qu'il avait été également très proche des services israéliens. Alors ça c'est un travail qui a eu un grand succès aux États-Unis. Il n'a pas été traduit en France. C'est tout à fait dommage. Ça s'appelle Skorzeny Files. Les dossiers Skorzeny. Et sans apporter de preuves dirimantes, il penche pour la thèse suivante: Skorzeny aurait participé indirectement à l'assassinat de Kennedy. Parce qu'il était en relation d'affaires avec tous, je dis bien tous, les gens qui sont cités dans l'enquête du procureur Garrison, qui est la deuxième enquête après la fameuse commission Warren, et qui démontre qu'il y avait des complicités un peu partout pour assassiner Kennedy. Et Skorzeny, tous ces obligés, toutes ces relations d'affaires aux États-Unis qui l'ont fait rentrer dans la CIA sont cités dans cette affaire-là. Et notamment l'affaire du deuxième tireur, parce qu'on est à peu près certain qu'il y a eu 2 tireurs. Il n'y a que des naïfs qui pensent qui sont d'accord avec les conclusions de la commission Warren. Bien écoutez, tout ça nous emmène un peu plus loin que la question du recyclage des anciens nazis, mais ça montre que dans le milieu du renseignement et le milieu de la manipulation politique, on retombe toujours un peu sur les mêmes personnages. On peut le dire. Voilà, mais en tout cas, merci encore d'être venu présenter cet ouvrage qui complétera la lecture du numéro d'Omerta. Merci à ceux qui ont regardé cette émission.